Très bien, il est 10h05. Nous allons démarrer ce webinaire consacré à Parlons projet d'innovation, aujourd'hui sur la thématique d'un programme de financement européen qui s'appelle LIFE. Nous serons ensemble pendant environ 2 heures. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce webinaire. Donc, je suis Philippe Jordan, directeur des projets au pôle de compétitivité Fibre Énergie Vie. Je pense que le programme LIFE de la Commission européenne est une valeur sûre en matière d'accompagnement à l'innovation. C'est un programme ancien, on pourrait dire historique, et qui a néanmoins été reconduit à chaque période pluriannuelle de recherche et développement, actuellement Horizon Europe. Et LIFE a toujours eu la même priorité, préserver l'environnement et le climat. Nous pouvons constater avec joie que l'économie intègre de plus en plus ces enjeux de protection de l'environnement. Et quant à lui, le programme LIFE, dans sa nouvelle version, s'intéresse de plus en plus au secteur d'activité technologique. C'est pourquoi les collectivités locales qui organisent le territoire et en assurent la gestion et qui sont utilisatrices de technologies, comme les entreprises qui proposent des produits bienveillants pour l'environnement et le climat, les fameuses écotechnologies, sont particulièrement attendues dans le programme LIFE. Il s'agit de tester, de démontrer la performance des solutions avant une mise en œuvre à plus grande échelle. Le programme LIFE est un levier de développement pour les entreprises. D'abord par l'apport financier du programme LIFE, en subvention, à un taux important de 60% généralement, voire plus. Par l'ambition aussi qui est attendue dans les candidatures, les entreprises doivent se challenger. C'est un réel levier de motivation pour aller plus loin dans les démarches d'innovation. Et enfin, par la visibilité à travers l'Europe qui sera offerte à la solution, ce qui constitue un véritable levier pour l'exportation. On peut avancer sur le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, ce webinaire vous est proposé par deux pôles de compétitivité d'éco-technologie, dont le métier est d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'innovation. Le pôle Fibre Énergie Vie, pôle de compétitivité de la filière construction durable qui s'intéresse aux matériaux appliqués au bâtiment, mais aussi à la conception du bâtiment, à sa construction, sa démolition et son réemploi, à la durabilité même du bâtiment, à la décarbonation de ce bâtiment et aux nouveaux usages dans et autour du bâtiment. Le pôle Fibre Énergie Vie compte 250 membres. Le pôle Hydréo, c'est son réseau France Water Team, pôle de compétitivité de la filière eau qui s'intéresse aux infrastructures de l'eau, à la gestion de l'eau et à la préservation des milieux humides naturels et au développement de milieux humides urbains. Hydreos compte 170 adhérents et le réseau France Water Team 470. Et nous sommes accompagnés par deux acteurs de l'écosystème régional d'innovation, Grand Innove Plus, association régionale et généraliste de l'innovation, qui accompagne également les entreprises petites ou grandes, primo-innovantes ou matures dans leurs projets d'innovation, et Grand Est Europe, association de collectivités du Grand Est, qui veulent partager leurs expériences et inscrire leur développement dans les projets européens. Pour ce webinaire, nous sommes soutenus par Enviropéa, association fiscalisée qui vise à diffuser la connaissance des politiques et programmes européens de l'environnement et du climat, et propose une assistance aux porteurs de projets publics et privés dans leur démarche de montage de projets, de mobilisation des financements et de mise en œuvre de leurs projets. Et l'entreprise Chemdoc, fabricant d'équipements de haute technologie pour la filtration, la purification et la déminéralisation d'eau industrielle et pour le traitement d'eau potable. Alors, le déroulé de cette matinée, nous aurons une première séquence de présentation des principes généraux du programme LIFE, suivie par 3 focus thématiques tels que prévus dans le programme LIFE.
Donc le premier sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, le second sur l'économie circulaire et la qualité de vie, et le troisième sur la transition énergétique propre. Nous aurons ensuite des retours d'expérience, notamment au travers du projet Zeus, qui a été porté par l'entreprise Chemdec Water Technologies. Et nous finirons ce webinaire par des questions-réponses. Alors, en haut de l'écran, normalement, vous avez un bandeau vert sur lequel vous pouvez nous envoyer des messages. Donc, les personnes qui auraient déjà des projets live en préparation, n'hésitez pas à utiliser ce questionnaire pour vous signaler. Cela nous permettra de vous recontacter pour tester l'éligibilité de votre projet et voir comment on peut venir le renforcer et le mettre en forme pour une candidature pertinente. Les intervenants aujourd'hui, donc vous allez entendre Anne de Vieille-Toile, Project Officer chez Enviropéa, Yana Guizolan, délégué général chez Enviropéa, Jean-Jacques Bernardini, responsable Europe de Grand Innov Plus, et Monsieur Salvatore Pérez, directeur de Chemdoc. Je passe la parole à nos amis d'Enviropéa. C'est le slide suivant. Donc Yana et Anne qui vont nous détailler le programme LIFE. À vous, mesdames. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous nous entendez et vous nous voyez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le signaler sur le chat. Alors, on va peut-être se présenter rapidement, Yana, si tu veux. Oui, bah vas-y, commence. Donc, comme introduit par Philippe Jordan, donc nous allons vous présenter le programme LIFE. Donc, nous sommes Enviropéa. Et donc, Yana et moi-même allons vous présenter chacune une partie et certains volets de ce programme LIFE. Alors, on va d'abord commencer par les principes généraux et ensuite on va vous présenter chacun trois des sous-programmes du programme LIFE. Donc, vous noterez peut-être qu'il n'y a pas le programme LIFE, le sous-programme nature et biodiversité, compte tenu de ses spécificités. Mais en revanche, on va rentrer dans le détail des trois autres sous-programmes qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, les principes généraux du programme LIFE. Comme ça a été dit en introduction par Philippe Jordan, le programme LIFE est un programme européen, un programme de financement européen très ancien. C'est même le plus ancien. Il a été créé en 1992 et il a toujours été renouvelé. Et donc là, sur la prochaine période de programmation budgétaire européenne 2021-2027, il a encore une fois été renouvelé. Il a même été étendu, comme on va le voir. Et c'est donc le seul programme de financement européen qui est uniquement dédié à l'environnement et au climat. Il y a beaucoup d'autres programmes de financement européens qui comptent parmi leurs axes de financement des questions liées à l'environnement et le climat. Mais là, il fait vraiment cette particularité de se concentrer uniquement sur ces problématiques. Donc ici, vous verrez les objectifs officiels du programme LIFE selon l'article 3 du règlement l'établissant. Donc contribuer à la transition vers une économie durable, circulaire, économe en énergie, neutre pour le climat, afin de restaurer, d'améliorer la qualité de l'environnement. Donc c'est très vaste, ça couvre énormément de thématiques. Comme on va le voir également sur cette slide, l'objectif du programme LIFE, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il doit mettre en œuvre les différentes stratégies européennes et surtout ses objectifs en matière de climat et d'environnement. Vous avez sans doute entendu parler du Green Deal, qui est cette grande déclaration politique qui a été faite il y a 2 ans par la nouvelle Commission européenne, à la fin de l'année 2019, qui fixe vraiment comme objectif global pour le continent européen d'être climatiquement neutre à l'horizon 2050. Et donc, c'est une déclaration politique générale qui va vraiment infuser dans toutes les politiques de l'Union européenne et dans tous ses programmes de financement. Donc, de ce Green Deal a découlé donc, le Pacte vert en français,
a découlé un certain nombre de stratégies européennes, de nouvelles stratégies européennes dans des secteurs clés pour l'environnement et le climat. On vous a indiqué ici un certain nombre de stratégies avec les liens pour que vous puissiez les consulter. Donc, tout un ensemble d'objectifs politiques pour l'Union européenne ont été fixés dans le secteur des bâtiments, pour l'économie circulaire, pour une mobilité durable, dans le domaine des produits chimiques, pour le système alimentaire, etc. Donc, ce sont uniquement des exemples. Cette liste n'est pas exhaustive, mais on souhaitait, dans cette introduction sur le programme LIFE, insister sur cet aspect priorité politique de l'Union européenne, puisque c'est un élément qui va être déterminant dans la soumission de projets au programme LIFE. Ce sera très important de montrer que le projet que vous portez est bien aligné avec les priorités politiques de l'Union européenne, puisque c'est la raison pour laquelle l'Union européenne finance des projets, c'est pour mettre en œuvre ces politiques. Donc, ce sont des documents importants à consulter et à bien avoir en tête quand on monte un projet LIFE. Alors, la nouvelle mouture du programme LIFE sur 2021-2027 est la suivante. Elle est relativement proche de ce qui existait jusqu'à présent pour ceux qui connaissaient déjà le programme. On a un domaine environnement et un domaine action pour le climat, avec dans le domaine environnement, nature et biodiversité, qui est donc le plus gros sous-programme, l'économie circulaire et qualité de vie, qui est en fait le nouveau nom du sous-programme qui s'appelait gestion efficiente des ressources, pour ceux qui connaissaient. C'est vraiment les mêmes thématiques. Le nom a changé, mais les thématiques sont vraiment les mêmes, à une exception près. Et le domaine action pour le climat, avec 2 sous-programmes, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, et la transition vers une énergie propre, qui est le nouveau sous-programme qui a vraiment été lancé en 2021 pour cette programmation 2021-2027. Auparavant, cette thématique transition vers l'énergie propre faisait en réalité partie du programme de financement Horizon 2020. Et il a été transféré dans le programme LIFE, ce qui explique en partie l'augmentation budgétaire de ce programme pour 2021-2027. Le programme est doté de 5,4 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. Auparavant, c'était 3,4 milliards d'euros pour la programmation 2014-2020. Donc, le programme LIFE fait vraiment partie des programmes qui ont reçu en proportion l'augmentation budgétaire parmi les plus significatives. Donc, ça reste un programme européen qui n'est pas forcément le plus volumineux en termes de budget, mais finalement, en termes de progression budgétaire et d'ouverture des thématiques, c'est un programme vraiment intéressant pour ça, parce que ça dénote bien le fait que les problématiques environnementales et climatiques sont de plus en plus importantes pour l'Union européenne et qu'il y a donc de plus en plus de possibilités de financement sur ces thématiques auprès de l'Union européenne. Donc, ces différents sous-programmes financent différents types de projets. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser aux projets d'action standard et aux autres actions. Donc, les projets d'action standard, c'est le nouveau nom des projets traditionnels. Donc, c'est vraiment les projets LIFE un peu habituels qu'on connaît. Ça va surtout concerner les volets nature et biodiversité, économie circulaire et qualité de vie. Et on a les autres actions qui englobent un certain nombre d'autres types d'actions, comme notamment les actions de coordination et de soutien. Et ce type très particulier d'action va cette année surtout concerner le volet transition vers l'énergie propre. Donc, comme je le disais, c'est un nouveau sous-programme et qui comporte vraiment beaucoup de spécificités. Il est vraiment à part dans le programme LIFE, donc comme vous verrez, il y a beaucoup de spécificités sur ce volet, qui est donc finance surtout des autres actions plutôt que des actions standards. Mais on va éclaircir tout ça ensemble. Alors, pour entrer davantage dans le vif du sujet sur à quoi ressemble un projet LIFE, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est financé par le programme LIFE. Ici, on va d'abord vous présenter, pour plus de simplicité, les caractéristiques des projets LIFE standards, les projets LIFE habituels, qui étaient les projets LIFE traditionnels dans l'ancienne programmation, et qui va concerner, ce sont des caractéristiques qui vont concerner les sous-programmes économie circulaire et qualité de vie et adaptation et atténuation du changement climatique. Pour la transition énergétique propre, on y reviendra à la fin du webinaire, il y a vraiment des spécificités très particulières.
Mais donc sur les projets standards, sur des projets life, habituels, si je puis dire, le type de projet qui est attendu, donc déjà en termes de volume budgétaire, on est sur des budgets, en règle générale dans la pratique, entre 2 et 5 millions d'euros. En réalité, il n'y a pas vraiment à ce jour de plafond, connu. Donc le montant des budgets est assez libre et en fait, le budget que vous soumettez doit vraiment être adapté, à vos actions et aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Toutefois, dans la pratique, on est sur des budgets entre 2 et 5 millions et avoir des budgets supérieurs à ces sommes-là nécessiterait d'avoir vraiment, un projet particulier avec un impact environnemental très important. Donc ça, c'est une notion qu'il faut garder en tête. On est quand même plutôt dans ces eaux-là. Le taux de cofinancement européen qui a été, annoncé en début de webinaire est de 60 sur les volets, économie circulaire et adaptation au changement climatique. Ce qui est intéressant, on était à 55 ces dernières années, donc c'est une progression qui est intéressante. La durée des projets qui durent en règle générale entre 2 et 5 ans. Désormais, le programme a fixé une période maximale d'éligibilité qui ne doit pas dépasser 10 ans. Mais dans la pratique, on connaît vraiment aucun projet standard qui de toute façon a été d'une durée aussi longue. En règle générale, on est vraiment sur des périodes entre 2 et 5 ans. Un autre point très important, les entités éligibles au programme LIFE. C'est ce qui fait la force de ce programme et son intérêt, c'est que vraiment tout type d'entité légale, publique ou privée, peut candidater au programme LIFE. La chose la plus importante étant d'avoir une personnalité juridique. Néanmoins, voilà, il faut souligner que peuvent candidater des associations, des entreprises, qu'il s'agisse de PME ou de grands groupes industriels. On a vraiment des projets portés par tout type de structures, des collectivités, qu'il s'agisse de villes ou de régions. Voilà, donc ça, c'est un point important à souligner. C'est vraiment un programme ouvert à tous, du moment que l'entité légale est enregistrée dans un État membre de l'Union européenne ou un pays associé au programme. Et de la même manière, une autre grande liberté accordée par le programme LIFE concerne la structure du partenariat qui soumet le projet. Il est complètement libre. On peut avoir des projets qui sont portés seuls par uniquement une entité, c'est assez courant, ou au contraire des partenariats avec 3, 4, 5, 8 partenaires. Le plus important étant d'avoir un partenariat qui rassemble vraiment toute l'expertise et les qualifications nécessaires pour mener à bien votre projet. C'est là-dessus que le projet sera évalué. Mais si toutes les compétences et l'expertise nécessaire à la réalisation des actions est possédée par une seule entité légale, on n'est pas obligé d'avoir des partenaires avec soi pour déposer un projet LIFE. Et par conséquent, on n'est pas non plus obligé d'avoir un partenariat transnational puisque le partenariat n'est pas obligatoire. Forcément, si vous avez un projet qui sera mis en œuvre dans plusieurs pays européens avec des partenaires issus de différents États membres, ce sera un plus. Il y aura des points bonus pour cette candidature, mais ça n'est pas une obligation. Et enfin, le lieu de mise en œuvre des projets. Forcément, ici, par contre, c'est quand même important que le projet soit mis en œuvre dans un pays de l'Union européenne, puisque, comme dit en introduction, le programme LIFE est là pour financer les objectifs politiques de l'Union européenne qui forcément s'inscrivent sur le territoire de l'Union européenne. Donc le projet doit être mis en œuvre sur le territoire de l'Union européenne et les États associés au programme. Dans certains cas, on peut avoir des actions mises en œuvre sur d'autres territoires, dans des États tiers, ailleurs dans le monde, mais à ce moment-là, il faut vraiment pouvoir démontrer que c'est nécessaire pour avoir l'impact environnemental recherché sur le territoire de l'Union européenne. Donc, un exemple qui est plutôt un exemple nature et biodiversité, mais qui est assez parlant, ce sera un projet qui va s'occuper d'une espèce migratrice, une espèce d'oiseau par exemple qui va migrer en Afrique. Et donc, un projet de préservation de cette espèce va peut-être nécessiter de réaliser des actions au Maroc, mais ce sera nécessaire pour préserver l'espèce qui niche aussi sur le territoire de l'Union européenne. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment que ce soit justifié, mais c'est possible.
Alors, très important, et ce sur quoi le projet LIFE sera, votre projet LIFE sera vraiment évalué en premier, c'est son objectif et ses impacts environnementaux. Le premier objectif d'un projet LIFE doit être environnemental ou climatique. Il faut pouvoir démontrer qu'avec votre projet, vous allez avoir un impact positif sur l'environnement ou sur le climat. Un objectif que vous devrez pouvoir chiffrer. Par exemple, réduire les émissions de gaz à effet de serre issues d'un certain processus de production, par exemple, réduire la consommation d'eau sur un territoire donné, réduire les émissions de particules fines dans une ville ou dans certaines zones urbaines. Il faut vraiment que cet impact environnemental soit tangible et que vous puissiez vous avancer sur des objectifs chiffrés sur ce point. Donc ça, c'est très important de le souligner. La Commission demande vraiment à ce que les projets aient cet impact, puisque c'est comme ça qu'elle pourra mesurer si votre projet répond bien et dans quelle mesure est-ce qu'il répond vraiment à ses priorités politiques. Donc, pour atteindre ces objectifs environnementaux, le type d'action qui peut être financé par LIFE est assez vaste. Euh, Comme indiqué, traditionnellement, notamment sur le volet économie circulaire, mais pas que, c'est un programme qui finance beaucoup l'innovation. Donc, c'est-à-dire le fait de tester de nouvelles techniques qui seront meilleures pour l'environnement, qui permettront de diminuer les émissions de certains polluants ou d'économiser de l'eau ou de dépolluer des sols ou que sais-je. Mais donc, le programme va vraiment financer ce type d'action de test en conditions réelles d'une technique innovante pour avoir de meilleurs impacts environnementaux. Dans certains cas, on va revenir sur ce point, le programme LIFE peut aussi financer des projets de type application des meilleures pratiques reconnues dans un secteur, pour si jamais celles-ci ne sont pas suffisamment diffusées et appliquées de la même manière pour obtenir cet impact environnemental. Et enfin, le programme finance aussi des projets de type gouvernance, amélioration de la gouvernance en matière d'environnement ou de climat, ce qui va passer par exemple par des actions de renforcement des capacités des acteurs publics ou privés, de la mise en réseau, des campagnes de sensibilisation. On peut aussi avoir des projets de ce type. Donc c'est assez vaste et donc, comme ça a aussi été dit en introduction, mais il convient vraiment de le souligner aujourd'hui, les projets de type ce que la Commission appelle close to market, les projets de nature commerciale, sont vraiment les bienvenus dans LIFE. Les acteurs commerciaux, les entreprises, etc. sont vraiment les bienvenus et des projets qui visent à à tester une innovation qui ensuite aura vocation à être commercialisée sont vraiment les bienvenus dans le programme. Donc pour ça, il n'y a pas à hésiter sur ce point. La sélection se fait par appel à projet annuel. Donc là, l'appel à projet a été publié mi-juillet pour le projet de 2021. Et le type de dépenses qui peuvent être remboursées sont assez classiques pour ceux qui connaissent ce type de programme de financement. Les coûts de personnel, donc tout le temps passé sur le projet, est évidemment éligible au programme. Les actions qui potentiellement nécessiteraient d'être sous-traitées, les frais de déplacement. Dans certaines conditions, les achats d'équipements et d'infrastructures sont aussi éligibles en fonction de certaines conditions précises, mais c'est aussi un point intéressant. Il est possible aussi d'inclure des subventions en cascade, un appui financier aux tiers à des acteurs du territoire. Les achats de terrain sont une catégorie budgétaire du programme LIFE, mais attention, il faut vraiment que ça réponde à des conditions extrêmement strictes. Donc là-dessus, je me permets d'émettre une réserve. La catégorie budgétaire apparaît parce qu'elle existe, mais il s'agit vraiment plutôt de catégories budgétaires pour des projets de type conservation de la nature. Donc il faut bien avoir ça en tête. Et il y a toujours une enveloppe pour couvrir les coûts indirects encourus par les porteurs de projets. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à Yana pour le premier volet. Alors, avant, on peut peut-être faire un petit point à deux parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Donc, je propose qu'on fasse des petits points questions-réponses après chaque partie. Tout à fait. Je vais peut-être prendre la première. Il y avait une question sur le taux de cofinancement peut-il changer en fonction de la société, PME, grand groupe, etc. Alors, le taux de 60% de subvention, il est sur le budget total du projet.
C'est-à-dire que vous allez présenter votre budget à la commission, on va dire 1 million d'euros, et là-dessus, la Commission européenne va vous dire, bah, d'accord, je vous donne 600 000 euros de subventions qui sont ensuite à répartir entre les différents acteurs du partenariat s'il y a plusieurs acteurs. Donc tout le monde n'est pas obligé de recevoir 60. Un acteur peut recevoir 80, l'autre 20, etc., etc. Donc il y a un certain jeu qui peut se faire de ce côté-là sur le taux de subvention reçu. Par contre, il n'y aura pas de modification, il n'y aura pas d'ajustement du taux de cofinancement par rapport aux porteurs de projet. C'est 60 maximum. Vous pouvez demander moins, mais vous aurez jamais plus sur l'ensemble du budget. Tout à fait. Ensuite, la question suivante porte sur l'éligibilité financière des entreprises. Donc, quelles sont les règles d'éligibilité financière des entreprises? Y a-t-il des ratios respectés entre fonds propres et montant de l'aide demandée si l'entreprise est porteuse du projet? Alors, ce point-là, auparavant, c'est la partie de éligibilité financière, auparavant, était effectivement vérifiée au moment du dépôt des propositions, des projets. Désormais, tous les documents relatifs à la solidité financière des porteurs de projets, et notamment du coordinateur, seront à transmettre après, si vous êtes sélectionné, au moment de l'établissement de la convention de subvention. Donc désormais, les textes ne précisent plus de ratio spécifique à respecter, disons, qui soit strict. Donc par contre, c'est vrai qu'il faut souligner que si vous êtes retenu, après le dépôt de votre projet, si vous êtes retenu pour bénéficier d'une subvention LIFE, la Commission européenne va demander les derniers comptes annuels et potentiellement le dernier rapport d'audit pour le coordinateur du projet, pour vérifier sa solidité, financière, et en fonction, de ce qu'elle juge, elle peut éventuellement demander à ce qu'il y ait une garantie bancaire, par exemple, ou d'autres types de garanties, budgétaires. Mais donc c'est vraiment du cas par cas, mais donc c'est vrai que c'est important d'avoir en tête qu'il faut quand même pouvoir porter une subvention, importante. Alors, est-ce qu'il existe une règle spécifique pour la sous-traitance pour les villes, collectivités ou pour les entreprises? Alors, il y a une règle spécifique qui est liée à la sous-traitance, mais elle n'est pas liée au type d'acteur. Ça s'applique à absolument tous les acteurs, tous les partenaires des projets LIFE. C'est-à-dire que la commission, elle souhaite maintenir, si vous voulez, les fonds alloués à la sous-traitance. C'est-à-dire que dans chaque projet LIFE, la commission demande à ce que vous essayiez de garder le pourcentage du budget alloué à cette sous-traitance sous la barre des 30. Après, c'est une barre indicative. C'était 35 dans le programme 2014-2020, ça a baissé. Mais c'est une limite, alors on dit indicative, mais il faut quand même faire attention parce que vous pouvez dépasser, vous pouvez être à 35, 40, 50. On a eu des projets qui avaient 80 de leur coût en sous-traitance, mais c'est autorisé uniquement si vraiment c'est justifié. C'est-à-dire que ce que veut la commission, c'est que vous ne vous simplifiez pas la vie à outrance, en sous-traitant toutes les actions du projet. Ce qu'elle veut, c'est que vous essayiez au maximum d'inclure les partenaires dans le projet, pour, voilà, qu'ils y prennent part, qu'ils s'impliquent, qu'il y ait vraiment cette émulation et ce partenariat, qui se mettent en place. Donc vous pouvez avoir plus de 30 de votre budget alloués à la sous-traitance dans les cas où c'est vraiment justifié. Si vous pouvez expliquer pourquoi, les acteurs économiques, auxquels vous faites recours ne sont pas dans le partenariat, et pourquoi, les actions concernées avaient vraiment besoin d'être menées pour, pour mener à bien, votre projet. Typiquement, tout ce qui est, action de BTP, en général, c'est de la sous-traitance. Parce que c'est un peu le cœur économique, de ces acteurs-là. Ils ont besoin de se faire une marge, et donc ils vont pas accepter de faire partie d'un partenariat pour recevoir seulement 60 de leur coût réel. Donc il y a certaines actions qui sont, forcément naturellement, heu, liées à la sous-traitance, mais il faut avoir cette limite quand même indicative de 30 en tête. Tout à fait. Ensuite,
question suivante. Donc les TPE sont-elles éligibles également? Eh bien oui, les TPE sont éligibles également, en gardant en tête que la coordination d'un projet LIFE est quand même assez, lourde. Donc, une TPE pourrait, éventuellement même coordonner un projet, mais ça nécessiterait quand même de démontrer vraiment une solidité, financière et également opérationnelle assez importante. Mais en tout cas, pour faire partie du partenariat, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas d'exclusion en soi. Mais il faut garder en tête que c'est quand même des projets assez lourds, de plusieurs millions d'euros, et donc il faut pouvoir démontrer cette capacité à les gérer, ensuite. Alors, y a-t-il un plafond minimal d'investissement en dessous de 2 millions d'euros? Un plafond minimal d'investissement? C'est Je suis pas sûre de bien comprendre, mais en tout cas, les budgets des projets live, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, alors il n'y a pas de plafond, mais en tout cas, il y a un plancher. C'est-à-dire que des projets qui seraient en dessous de 500, avec un budget en dessous de 500 000 €, en règle générale, ne seraient pas financés parce que jugés pas assez, impactants, pour l'environnement par la commission. Ça, c'est une information qu'on n'a pas donnée tout à l'heure. Ensuite, je vous invite peut-être à préciser votre question dans le chat éventuellement, parce que j'ai peur qu'on ne la comprenne pas très bien. N'hésitez pas à la reposer en donnant peut-être plus de détails, et on s'efforcera, du mieux possible, de 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 vous répondre. répondre. Mais en tout cas, là, ça nous dit rien. Oui, les frais généraux de 7 sont-ils calculés sur la base des coûts directs minorés de la sous-traitance? Alors non, ça c'est une règle qui s'applique à d'autres programmes européens, donc je vois que c'est pas, votre premier programme, monsieur Bernardini. Mais non, ils sont calculés, sur la base des coûts directs. Par contre, minorés des coûts de bénévoles, parce que les coûts de bénévoles, sont, éligibles dans l'AIF, on va le voir, un peu plus tard, et des coûts d'achat de terrain. Donc non, la sous-traitance fait partie de vos coûts éligibles, et donc les coûts de sous-traitance font partie, de l'assiette sur laquelle sont calculés, ces frais généraux. Tout à fait. Et donc on a une précision sur la question, qui était posée précédemment. Donc est-ce que le budget du projet peut être inférieur à 2 millions d'euros? Donc oui, c'est possible. Après, comme on disait, des projets qui seraient par exemple inférieurs à 500 000 €, là, ça serait jugé vraiment trop faible. Dans la pratique, c'est quand même rare d'avoir un projet. On peut avoir des projets à 1,5 million, mettons. Ce serait peut-être plutôt des projets liés à la gouvernance, à des actions plutôt, de mise en réseau, de renforcement des capacités. On aurait plutôt des coûts de personnel et peut-être aucun coût d'infrastructure ou d'équipement, ce qui expliquerait que le budget est assez faible. Ça existe. Il n'y a pas de plafond en soi en dessous de 2 millions. L'important, c'est vraiment de garder en tête que vous pouvez le projet est quand même suffisamment ambitieux pour avoir un impact environnemental intéressant pour la commission. Mais donc il n'y a pas de plafond en soi. Mais voilà, c'est un peu, tout est à faire, tout est relatif, si je puis dire. Tout est à faire de voir un peu l'impact que vous dégagez, grâce à ça. Je crois qu'on a Alors fait le tour des questions. oui, on va pouvoir, reprendre avec la présentation, du sous-programme climat, et donc plus précisément du volet, atténuation et adaptation au changement climatique. Alors, le contenu de l'appel, 2021, pour ceux qui connaissaient déjà le programme LIFE, vous savez que jusqu'à présent, atténuation, adaptation et gouvernance étaient séparés. Cette année, ils les ont rassemblés, mais ils continuent à former chacun, un appel spécifique avec, des budgets spécifiques, alloués, et donc pour 2021, donc uniquement pour cette année, on a, 30,5 millions pour atténuation, même chose pour adaptation, et un peu moins, 8 millions pour gouvernance et information. Vu les budgets, et les subventions, moyennes allouées à ces projets, ça nous permet, d'estimer qu'il y aura environ 15 projets atténuation et 15 projets adaptation de financer cette année, pour toute l'Union européenne. Ça, c'est le budget européen. Et 5 projets gouvernance, et information, mais on va le voir, des projets gouvernance et information en matière, de climat et d'énergie, il va y en avoir pas mal avec, le volet CET. Alors,
quelle est l'attente de la commission avec ce volet, atténuation et adaptation? Heu, c'est un peu, on le devine quand même assez facilement, surtout avec le Green Deal. Donc le but là de la commission, c'est vraiment de réussir à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, émises au niveau de l'Union européenne. Alors, si possible, d'au moins 55 d'ici 2030, et d'atteindre la neutralité carbone, d'ici, 2050. Donc, on va vous présenter, les différents topics, donc les différentes priorités recherchées, par la commission. Il faut garder en tête, qu'à chaque fois que la commission parlera de 2030, vous pouvez, plus vous allez loin de toute manière, plus ça plaira, à la commission. Ce volet-là, ce volet climat, ça fait partie un peu, ça fait partie des volets qui ont vraiment le vent en poupe, au niveau de la commission. On va commencer par atténuation, mais adaptation, le volet d'adaptation au changement climatique, est quelque chose qui prend vraiment de plus en plus d'ampleur. Déjà, il est apparu, dans le programme LIFE en 2018, donc c'est vraiment très récent. Et vous allez voir que, la commission a des priorités, bien identifiées, pour ce volet. Alors, pour atténuation au changement climatique, vous avez 4 domaines prioritaires, mais qui sont des domaines prioritaires, assez larges. Donc vous avez, 4 domaines d'intervention qui sont recherchés pour l'appel 2021. Mais alors on dit 2021, mais c'est aussi un des avantages du programme LIFE, c'est que, les priorités sont renouvelées de manière multiannuelle. Donc tout ce qu'on va vous présenter pour climat, pour économie circulaire, sera valable jusqu'en 2024 qui sera la date de renouvellement, du programme multiannuel. Ce ne sera pas le cas pour CET, mais ça on pourra le voir aussi, tout à l'heure. Alors, les 4 grands domaines d'intervention qui sont recherchés, par la commission dans ce volet atténuation, c'est d'abord, la réduction des gaz à effet de serre dans les secteurs qui sont non couverts, par le système, d'échange des quotas. C'est-à-dire que ce système d'échange des quotas, il couvre déjà environ 40 des émissions, émis, au niveau de l'Union européenne avec, tout ce qui est, CO2, protoxyde d'azote, et perfluorocarbone. Mais la commission, elle aimerait vraiment avoir des projets qui aillent plus loin, et qui permettent de trouver des solutions permettant de réduire ces gaz à effet de serre dans les autres domaines avec, vraiment une priorité sur, tout ce qui est, gaz fluoré. Ça, c'était déjà le cas en 2014-2020. Il y a eu pas mal de projets qui ont été financés, sur le fait de développer, des nouveaux process, des nouvelles technologies, de trouver des alternatives à ces gaz fluorés qui ont quand même une capacité, qui sont des gaz à effet de serre, extrêmement puissants, beaucoup plus puissants, à tonnage équivalent, que le CO2, et qui vont poser un problème, assez rapidement, avec, la montée, de la demande de climatisation, de systèmes de refroidissement, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est, le 1er domaine, d'intervention. Le deuxième, on va être sur l'amélioration du fonctionnement de systèmes d'échange des quotas, avec un focus vraiment, sur la production industrielle. Donc là, ce que recherche, la commission, c'est notamment pour les industries, à forte intensité, énergétique, comme, le papier, la métallurgie, l'industrie chimique, le ciment, l'agroalimentaire, et cetera. Là, la commission va vraiment chercher des projets innovants. Alors, une des grandes modifications, de ce nouveau programme 2021-2027, c'est que, pour ceux qui connaissaient, avant, vous aviez un peu, une distinction entre sous-volets, c'est-à-dire que, sous-programmes. Le volet, ressources, utilisation efficace des ressources, demander une innovation. Le volet climat, accepter la bonne pratique. Le volet nature et biodiversité, on était dans des projets quasiment, principalement de bonne pratique et donc il y avait une distinction vraiment volet par volet. Cette année,
Avec le nouveau programme 2021-2027, il faudra que vous fassiez bien attention à lire les domaines d'intervention. Parce que la commission va décider, pour le coup, domaine d'intervention par domaine d'intervention, dans lesquels elle demande de l'innovation, et dans lesquels elle accepte les bonnes pratiques. C'est plus, la distinction se fait plus par volet, elle se fait vraiment, par domaine d'intervention. Et donc là, ici, c'est le cas pour ce domaine d'intervention 2, sur l'amélioration des process, des technologies, liées à la production industrielle. Donc là, la commission va demander une innovation, en étant même assez précise, c'est-à-dire que c'est l'apparition, du système de TRL, dans le programme LIFE, qui était jamais mentionné jusqu'ici et avec ce nouveau programme, pour ce domaine d'intervention numéro 2, on a, une commission qui explique très précisément qu'elle souhaite financer des projets, qui feraient passer de nouvelles technologies, moins gourmandes en énergie et moins productrices de gaz à effet de serre, qui feraient passer donc, ces innovations de TRL 4-5 à 8 à 9. Hem, Ce qu'il faut garder en tête, c'est on est sur de l'incitation, un peu comme pour le taux d'assistance externe. Quand vous allez rentrer dans les détails, de ces différents topics, de ces différents domaines d'intervention, la commission va vous présenter ses attentes, va vous présenter ses priorités, ce qu'elle, elle souhaiterait financer en priorité. Si vous n'y répondez pas, exactement, c'est pas forcément bloquant. C'est-à-dire que là, vous voyez que les titres sont quand même assez généraux: amélioration du système d'échange de quotas avec un impact sur la production industrielle, à forte intensité énergétique. Si vous avez un projet, qui vise le développement d'une technologie, qui permettrait de réduire les gaz à effet de serre de manière significative, même si c'est pas, pour une industrie à forte intensité énergétique, c'est pas grave. Vous pouvez quand même déposer votre projet. La commission, elle se laisse vraiment le droit de financer, des projets qui seraient jugés, intéressants et pertinents, même si ça ne fait pas partie des priorités qu'elle a très précisément, identifiées. Donc, ne pensez pas que, parce que vous répondez pas exactement, aux priorités qu'on va vous décrire aujourd'hui, que le programme vous soit fermé, pas du tout. Tous les ans, il y a des programmes qui sont financés, qui répondent pas, exactement, aux attentes. Alors, domaine d'intervention 3, là, on va être sur les ENR, donc sur la production, le développement, des énergies renouvelables, et l'efficacité énergétique. Donc là, c'est pareil, c'est, un domaine d'intervention qui est, très, très ouvert et qui va être lié, au fameux sous-programme, transition énergétique propre. C'est-à-dire que, on va le voir, il y a le volet transition énergétique propre qui est dédié aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique, à toutes ces questions. Mais, ce sous-programme va être extrêmement spécifique et pour le coup, là, on va avoir des appels prescriptifs. C'est-à-dire que dans ce sous-programme, transition énergétique propre, la commission va décrire appel par appel les conditions très spécifiques de TRL, de partenariat, de résultats attendus. Et donc, il est possible que ce volet vous soit fermé. Mais si vous ne répondez pas, à ces appels très prescriptifs, vous avez ce domaine d'intervention 3 dans le climat qui est ouvert, et qui donc pourrait, éventuellement, financer votre projet. Donc il va y avoir un petit jeu de ping-pong à effectuer si vous avez un projet, lié aux ENR. C'est-à-dire, et bien, vous pouvez d'abord vérifier dans le volet transition énergétique propre, s'il vous convient. Pourquoi? Parce que le taux de cofinancement est de 95. Je m'avance un peu sur la suite, mais voilà. Et si vous ne répondez pas aux critères très spécifiques, vous avez toujours la possibilité de revenir en climat avec un taux de cofinancement à 60, mais avec, des possibilités, beaucoup plus ouvertes en termes de partenariat ou d'échelle géographique. Domaine prioritaire 4, développement des pratiques de gestion des terres, et des mers littoraux, tout ce qui est gestion un peu, aquatique, qui aura un impact sur les émissions, de gaz à effet de serre. Hop.
sur les émissions de gaz à effet de serre, donc ça, on va être sur tout ce qui est, par exemple, restauration des tourbières pour restaurer leur capacité, de puits de carbone. On va être, sur, des projets, de formation et de modification des pratiques agricoles, pour protéger un peu les capacités, d'absorption, des terres agricoles, mais aussi, des prairies, heu et cetera, et cetera. Donc voilà pour atténuation au changement climatique. Ensuite, on a, le volet adaptation, comme je disais, qui a apparu en 2018, et qui là, vraiment a été très fortement renforcé par la commission parce qu'on a 9 domaines prioritaires. Alors je vais peut-être pas y passer autant de temps qu'atténuation, mais parce que vous allez le voir, pour le coup, les domaines sont, un peu plus précis. Donc le but là de la commission, c'est vraiment d'aider les acteurs de l'Union européenne, donc non seulement à se préparer au changement climatique qui est inévitable, parce que même si on arrive à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, avec ce qui est déjà dans l'atmosphère, de toute manière, il va y avoir des changements et des changements, encore plus importants que ceux à quoi on fait face, aujourd'hui. Donc il va être important également de travailler sur cette adaptation, hem et là, pour le coup, on est sur une recherche d'adaptation, à la fois pour, tout ce qui est, environnement, nature, biodiversité, mais aussi pour tout ce qui est confort de vie, secteurs économiques. On est, voilà, sur une adaptation vraiment globale, de l'Union, européenne. Donc ce que va chercher la commission ici, c'est vraiment le développement de politiques d'adaptation, de stratégies, de plans, mais alors là, on est vraiment sur une échelle, aussi importante que possible. C'est-à-dire que, développement de politiques d'adaptation, renforcement de politiques d'adaptation au niveau national, au niveau régional ou au niveau local. Mais alors attention, quand vous lisez niveau local, dans le guide du candidat, ou dans la description, des appels live, on n'est pas sur un petit village. Local, ça veut dire, hem ça peut être une eurorégion, ça peut être un ensemble de régions, ça peut être une zone transfrontalière. Comme le disait Anne tout à l'heure, pendant la réponse à la question, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la commission va préférer financer un projet à 7 millions, qui a un impact régional, voire européen, si possible européen, important, plutôt que, 7 petits projets très locaux, qui n'auront pas forcément, d'impact global, qui auront du mal à lancer des synergies. Donc hésitez pas, si vous avez un projet, à voir gros, et à penser vraiment impact, qui sera intéressant pour l'Union européenne, quoi. Donc le deuxième, on est sur, de la création d'outils, de la modélisation, de la gestion des risques, et cetera. 3, solutions basées sur la nature pour la gestion des terres, côtes et zones marines. Là, ça rejoint un peu, ça peut potentiellement rejoindre un peu le domaine d'intervention 4 pour atténuation sur tout ce qui est, restauration, des capacités, d'absorption. Mais là, on est vraiment sur cette notion qui est importante pour la commission de solutions basées sur la nature, pour réussir, voilà, à lutter contre, les inondations, les maladies, la montée des eaux, les infiltrations, et cetera, et cetera. En 4, on retrouve un peu cette notion qui est très importante pour la commission d'adaptation des villes. Les villes sont un sujet très important pour la commission. Donc là, vous êtes un peu libre, de décider quel projet vous voulez mener. Mais il faudra garder en tête, pour ce domaine particulièrement, mais pour tous les autres, que l'implication des citoyens, c'est quelque chose de très bien vu par la commission. Les logiques bottom-up, la montée en puissance de la gouvernance, l'implication des différents acteurs, hem, les logiques holistiques, et cetera, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à la commission, dans ses projets. Donc encore plus particulièrement quand on est dans la question des villes parce que l'implication des citoyens, bah, elle est un peu évidente. Mais gardez ça en tête aussi pour tous les autres projets. Plus vous pouvez, impliquer la société civile, les citoyens, et cetera, plus la commission, verra votre projet, d'un bon œil.
Le domaine 5, le climate proofing et la résilience des infrastructures des bâtiments, c'est quelque chose qui est aussi très important pour la commission. Bon, si vous êtes dans le secteur, je suppose que vous avez entendu parler de la Renovation Wave, mais vous allez voir que, ça fait aussi partie des domaines, qui reviennent beaucoup, dans le volet CET. Donc là, la commission, ce qu'elle va chercher, dans ce secteur, dans ce volet adaptation, c'est vraiment la création de démonstrateurs. Donc là, c'est pareil, elle recherche une technologie, et elle recherche, son déploiement et si possible, le développement de tout ce qui est standardisation, heu, pour, heu pour développer la résilience, des bâtiments, autant que possible, et à une échelle qui soit, la plus large possible. Donc les 4 derniers domaines d'intervention pour adaptation, vous avez dit, autant atténuation, il y en a 4, autant adaptation, il y en a 9. Donc on rentre quand même des priorités, un peu spécifiques. On retrouve, tout ce qui est, agricole, adaptation du secteur agricole, des gestionnaires forestiers de l'agroforesterie, des gestionnaires de sites, Natura 2000. Donc là, c'est ce qu'on disait, on est un peu dans ce mélange, protection de l'environnement, protection des secteurs, économiques, parce que l'adaptation, c'est non seulement, pour aider, on parle des zones Natura 2000 ou des gestionnaires forestiers, donc c'est non seulement adapter les environnements, mais c'est aussi permettre à ces secteurs économiques de se maintenir, de changer s'il y a besoin de changer. Mais voilà, LIFE, c'est le programme pour l'environnement, mais la commission met pas du tout de côté, les questions économiques. Au contraire, les projets qui associent les 2 sont toujours en général récompensés, au moment de l'évaluation et il y a certains, projets pour lesquels de toute manière, c'est un peu obligatoire de s'y pencher, typiquement, ce domaine 6. On a un domaine sur la gestion de l'eau, donc là, c'est tout ce qui est gestion de l'eau, adaptation, ça va être, protection des ressources, ça va être, protection de la qualité de l'eau, ça va être, éviter les conflits d'usage, ça va être, permettre la réutilisation de l'eau. Vous avez vraiment là, vous pouvez y faire entrer tout ce que vous voulez. Domaine 8, préparation aux événements climatiques extrêmes. Alors là, ça ne le dit pas dans le titre, mais la commission, elle cherche surtout des projets qui permettraient aux RUP, aux régions ultrapériphériques, de se préparer à ces événements climatiques extrêmes, qui gagnent en intensité, en plus d'être plus fréquents. Alors si vous voulez préparer certaines zones, spécifiques qui ne seraient pas dans des RUP, vous pouvez quand même déposer votre projet comme on le disait, mais c'est vrai que là, la commission met une petite priorité, sur ces zones particulièrement, exposées. Et enfin, on a un domaine d'intervention sur les instruments financiers, donc sur le fait d'avoir des projets qui développeraient des solutions financières, ou des processus, ou des protocoles, innovants. Développer vraiment la collaboration publique-privée sur les assurances, sur les compensations, pour réduire justement les pertes économiques, liées au climat. On peut penser au secteur, agricole, mais il y a tout ce qui est aussi, impact sur les infrastructures, sur les bâtiments, et catastrophes naturelles avec, inondations, feux de forêt, et cetera, et cetera. Alors j'ai passé un peu plus vite sur information et gouvernance. Parce que là, l'objectif général du topic, c'est vraiment l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des capacités, la création d'outils, la création de modélisation. Donc, là, on est autant pour atténuation et adaptation, on était sur des projets, qui visaient vraiment des impacts concrets. C'est-à-dire que, dans Live, c'est ce qui va souvent être demandé. Vous avez un projet d'adaptation, vous devez avoir des résultats sur le nombre d'hectares restaurés, sur le nombre de personnes protégées des inondations. Atténuation, c'est pareil, il faut chiffrer vos impacts en termes, de réduction de gaz à effet de serre, émis et cetera, et cetera. Information et gouvernance, vous devez aussi avoir des résultats environnementaux, mais en partant de projets qui visent la création d'outils, le développement, de protocoles, la montée en compétences, les formations et cetera, et cetera. Donc on vous fournira les slides, on vous laissera, lire, si ça vous intéresse, les 10 domaines d'intervention pour ce volet, spécifique et
Bon, bah, même chose, je vais peut-être vous présenter un petit exemple de projet. Par exemple, le projet, de Toulouse Métropole, qui était un projet d'adaptation au changement climatique, Live Green Art, qui était un projet qui visait à revégétaliser, en fait, l'île du Ramier, qui est une île qui se situe sur le fleuve. Et le but de ce projet, c'était voilà, à la fois de lutter contre les îlots de chaleur, parce que cette île était complètement bétonnée, il y avait que des parkings. Et donc c'était un projet à 3,8 millions d'euros qui a reçu 2 millions de subventions, qui ont servi, eh bien, à retirer les parkings, à revégétaliser l'île avec, des plantes locales, à, débétonner les rives, pour les transformer en terrasses végétalisées pour lutter contre les inondations, ils ont restauré aussi des bâtiments de l'île, pour en faire un usage social, et artistique. Ils ont développé, les voies de vélo, des bus électriques et cetera et cetera. Donc on vous a mis pour ce projet et pour l'autre, des liens si vous voulez aller voir un peu plus en détail de quoi il s'agit. Hop. Pour Life, la date de dépôt, c'est le 30 novembre, donc vous avez encore le temps si vous avez un projet qui est un peu avancé. Si vous n'avez rien du tout, il faudra sûrement attendre, l'année prochaine et on vous a mis voilà le lien pour le site de Cinéa avec les différentes, informations pratiques. Heu et je vois qu'il y a pas de questions. Hop, du coup, je vais laisser Anne reprendre avec le volet, économie circulaire, et qualité de vie. Bah, s'il y a des questions, on pourra répondre, au fur et à mesure. Oui, oui, comme tout à l'heure, effectivement, pour le moment, il n'y a pas de questions, mais surtout, n'hésitez pas, on fera de notre mieux pour les prendre au fur et à mesure pour, fluidifier la présentation et que tout soit clair pour vous. Donc, le volet économie circulaire et qualité de vie, qui était auparavant le volet, gestion efficiente des ressources, comporte, 2 topics principaux. Ça va un petit peu vous allez un peu retrouver le même type de structure qu'on avait pour climat. On a un premier sujet, en fait, un premier topic très, très vaste, vous allez voir qui regroupe, en fait, toutes les thématiques un peu traditionnelles de ce volet, l'économie circulaire, les déchets, l'air, l'eau, les sols, le bruit, les substances chimiques et une nouvelle thématique sur le nouveau BOOS européen. Le premier, donc c'est le premier topic qui est qui est doté de l'enveloppe budgétaire la plus importante à 95 millions d'euros. Heu, donc on estime qu'il y aura à peu près une cinquantaine de projets financés au niveau, comme pour climat, c'est des budgets et des nombres de projets attendus au niveau de l'Union européenne. Donc c'est l'enveloppe la plus importante et une enveloppe sur la gouvernance environnementale, sur des projets en lien avec la gouvernance et l'information en matière d'environnement. Où là, on a une enveloppe, beaucoup plus faible à 5 millions d'euros et donc a priori, la Commission européenne financera environ 5 projets sur ce topic. Donc, l'objectif général du sous-programme, ici, on quitte les thématiques plus liées au climat pour vraiment ici s'intéresser à l'environnement. Donc ici, l'objectif des 2 topics, ça va être de contribuer à la transition vers une économie durable, circulaire, dénuée de substances toxiques et cetera, pour aller vers un environnement, zéro pollution, dénué de substances toxiques, pardon, et améliorer la qualité de l'environnement. Donc pour ceux qui connaissaient déjà le programme LIFE, c'est vraiment resté assez proche, de ce qui existait auparavant dans gestion efficiente des ressources. Les 2 principales nouveautés qu'il faut souligner, c'est l'ajout d'une nouvelle thématique, qui est la thématique du nouveau, BOOS européen, qui est on va dire un domaine prioritaire un peu pilote, cette année, qui est une initiative assez particulière de la Commission européenne pour combiner dans l'habitat des problématiques à la fois environnementales, mais aussi sociales en termes d'accessibilité et aussi en termes d'esthétique et de design. Donc c'est assez particulier. Au-delà de ça, sinon, les autres thématiques couvertes sont vraiment les mêmes qu'auparavant. On va les regarder ensemble. Désormais, ça c'est quand même assez nouveau et intéressant. Auparavant, c'était vraiment un volet qui finançait que des projets innovants. Et désormais, dans certains cas, il sera possible de soumettre des projets de déploiement des meilleures pratiques en vigueur au niveau d'un secteur économique ou d'un État, par exemple.
Toutefois, il faut vraiment, vraiment être prudent et lire très attentivement les domaines prioritaires de ce volet, un peu comme pour climat, comme ce qu'indiquait Yana précédemment. Heu, Quand même, sur un grand nombre de topics, la commission attend toujours des choses innovantes, et vraiment, elle va signaler explicitement à chaque fois que des projets innovants sont attendus et ce sera prescriptif. Enfin, vraiment, et ça veut dire que sur ces thématiques-là, si on ne soumet pas un projet qui consiste dans le déploiement de quelque chose de nouveau, d'une innovation, heu, il y aura assez peu de chances d'être financé. Donc il y a une petite ouverture sur des projets de meilleures pratiques, mais prudence, en fonction des sujets. Donc les différentes thématiques qui sont couvertes par ce domaine économie circulaire, c'est un peu le sous-programme qui regroupe, énormément de thématiques différentes. Donc la première sur l'économie circulaire et les déchets, donc tout ce qui va être récupération de ressources à partir des déchets et donc ici, vraiment tout type de déchets peuvent être, couverts. Les matériaux recyclés, notamment les matériaux recyclés à valeur ajoutée, donc tout ce qui va être déchets, électroniques, batteries, les déchets du secteur de la construction et de la démolition, des projets sont aussi attendus sur cette thématique puisqu'on sait que les déchets produits par le secteur sont assez importants. Des déchets textiles, sur les plastiques et cetera. Donc tout ce qui va être méthode de traçage des déchets, manière de recycler, de réutiliser, sur la durabilité de ces biens, ce sont de types de projets qui vont être attendus. Et donc y compris des projets qui vont consister sur le fait d'agir sur les chaînes de valeur pour concevoir, en fait, à la base, des produits, durables. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des caractéristiques qui vont permettre d'être utilisés plus longtemps dans le temps, mais aussi d'être plus facilement réparés, réutilisés, recyclés et cetera. Tout ce qui va être sur la durée de vie des produits. C'est aussi des domaines sur lesquels la commission attend des projets. On a toute une priorité liée à l'eau. Et donc ici, il y a trois grandes thématiques. Les enjeux liés à la qualité et la quantité de l'eau, donc vaste sujet, mais donc amélioration de la qualité de l'eau, ça va être tout ce qui va être lutte contre les pollutions, de l'eau issues d'origine, humaine, ou pollution organique, pollution, chimique. La gestion des risques de sécheresse et d'inondation. Donc ici, on est plutôt sur les enjeux de quantité, d'eau, tout ce qui va être mesure d'économie d'eau et cetera. Donc ici, c'est vraiment très vaste, mais pour ceux qui connaissaient déjà le programme Live, vraiment, vous verrez que les topics sont restés assez proches de ce qui existait, auparavant. On a une priorité dédiée à la gestion des eaux marines et côtières, donc tout ce qui va être, lié à la réduction de la pression des activités humaines sur l'environnement marin, en termes de pollution, mais aussi de bruit, enfin d'autres nuisances, que peuvent avoir les activités humaines sur l'environnement marin. Et enfin, sont aussi attendus des projets, liés qui correspondraient aux services liés à l'eau. Donc ce qu'entend la commission par là, c'est tout ce qui va être des projets liés au traitement des eaux usées, par exemple, ou l'approvisionnement, en eau potable. Donc ici, on attend vraiment des projets innovants, hein. Donc par exemple, des projets qui permettraient de tester des nouvelles techniques, de traitement des eaux usées pour filtrer certains types de polluants qui aujourd'hui sont difficiles à éliminer ou ce type de choses. Donc sur l'eau, par exemple, vous verrez que sur la quasi-totalité des sujets, on attend des projets encore innovants. À l'exception éventuellement, de la gestion, des risques d'inondation via des solutions basées sur la nature, c'est peut-être la seule thématique. Mais sinon, on attend vraiment beaucoup d'innovation. Donc tout ça pour dire qu'il faut prendre avec des pincettes, la timide ouverture vers des projets de meilleures pratiques. On est quand même souvent sur de l'innovation, y compris sur les sols. Tous les projets, il y a aussi des actions liées au sol qui peuvent être financées par LIFE. Donc ici, des actions de protection de la qualité des sols, gestion durable, préparation aux événements climatiques extrêmes, tout ce qui va être restauration et dépollution des sols, amélioration de leur qualité, de leur fertilité, aussi en lien avec la désimperméabilisation, etc. Une autre thématique, clé, est liée à la qualité de l'air. Donc ici, attention à ne pas confondre avec, donc ici, on va parler de diminution des émissions, pour améliorer la qualité de l'air. Attention à ne pas confondre avec les émissions de CO2. Par exemple, si vous avez un projet dont l'objectif, c'est vraiment de diminuer les émissions de CO2 et donc les gaz à effet de serre, a priori, vous allez plutôt être dans le volet,
atténuation du changement climatique, lutte contre le changement climatique, puisque l'objectif, ça va être de diminuer les gaz à effet de serre. En revanche, si votre projet est lié plutôt à des émissions, il vise à plutôt diminuer les émissions, par exemple, de particules fines, on est vraiment sur des questions de qualité de l'air, là, on va être plutôt dans le volet économie circulaire et qualité de vie. Donc, par exemple, diminuer les émissions issues du secteur des transports ou encore de l'agriculture et ou encore du secteur industriel. Donc ici, on est vraiment sur des questions de qualité de l'air. C'est important de comprendre sur quelles molécules vous agissez pour savoir si vous relevez plutôt de climat ou de économie circulaire. Sachant qu'ici, sur qualité de l'air, il va falloir pouvoir démontrer un impact important en termes de nombre de personnes qui seraient moins exposées à des taux par exemple, de particules fines ou de polluants nocifs pour leur santé. Donc, il va y avoir, sauf quelques exceptions, une priorisation souvent sur des projets en zone urbaine. Enfin, à nuancer. Toutefois, si vous avez par exemple un projet, pour des émissions issues du secteur agricole, mais qui serait par exemple vraiment, qui pourrait être répliqué dans beaucoup de zones et cetera et donc toucher beaucoup de monde in fine, ce sera aussi accepté. Mais donc il faut garder en tête que l'objectif ici, c'est vraiment, c'est aussi un objectif de santé. C'est aussi et surtout un objectif de santé, de diminuer l'exposition des populations, heu, à une mauvaise qualité de l'air. Également sur le bruit, donc encore une fois, priorité aux projets dans les zones urbaines pour toucher le plus de personnes, possible. Donc, réduire le bruit dans les zones urbaines densément peuplées avec des solutions, efficaces, techniquement pour vraiment bien réduire le bruit et aussi viables économiquement pour que ça puisse être reproduit facilement. Des projets liés aux substances chimiques, donc tout ce qui va être, trouver des substances chimiques alternatives dans certains processus de production, faire de nouvelles innovations pour éviter que certains procédés nécessitent le recours à certaines substances nocives. Aussi tous les projets en lien avec le risque industriel et la directive Seveso, comme la conception de nouvelles méthodes de gestion des risques. Voilà, si on a un certain nombre, la liste est non exhaustive, il faudra vraiment revenir, consulter les documents de l'appel si vous êtes intéressé, mais on a une large batterie de projets possibles sur cette thématique. Et enfin, cette nouvelle thématique qui enfin est vraiment toute neuve, donc le nouveau BOOS européen, qui est cette initiative européenne lancée récemment et donc il y a un pilote lié à cette initiative dans le programme LIFE, qui vise en fait à réduire les impacts environnementaux des nouveaux bâtiments de manière, holistique et en fait, on attend ici des projets qui vont être capables de relier sur un projet en lien avec l'habitat, des questions environnementales, mais aussi des questions d'accessibilité, sociale, et des questions aussi liées, au design, à la conception des bâtiments, proposer quelque chose de nouveau. Hem, voilà, c'est une thématique, pilote, donc on n'a pas encore beaucoup de recul, et donc on vous a donné quelques exemples, des projets qui permettent de développer des pratiques respectueuses de la biodiversité, pour l'isolation des bâtiments, par exemple, des approches architecturales nouvelles qui seraient inclusives de la vie sauvage ou de la nature. Voilà, ici, encore une fois, hein, comme le disait Yana tout à l'heure, on est sur des thématiques très ouvertes, hein, donc c'est exactement le même fonctionnement que pour climat, c'est-à-dire que vous avez des thèmes ici avec les priorités, ce qui augmente vos chances d'être financé si vous rentrez dans les priorités. Mais toutefois, si vous avez un projet qui correspond à peu près, mais pas parfaitement, vous pouvez quand même le déposer. Et ça, il peut être financé. Ce sont des indications. Et on a enfin ce domaine gouvernance et information, comme pour climat, comme ce que Yana vous expliquait tout à l'heure. On est ici vraiment sur des projets plutôt de mise en réseau, par exemple, développer des réseaux d'experts, renforcer les capacités d'acteurs publics ou d'acteurs privés, faire des campagnes de sensibilisation. Donc ce sont des projets un peu différents avec du coup des coûts, donc on est plus sur de l'innovation. On est vraiment sur de la dissémination d'informations. Après, comme le disait également Yana, il faut faire attention, il faut quand même que ces actions-là qui peuvent sembler un peu diffuses, moins concrètes, c'est de la diffusion d'informations, de la formation, et cetera. Il faut quand même pouvoir montrer que derrière, vous pourrez dégager un impact environnemental intéressant, pour la commission, même si on est sur des actions qui peuvent sembler, moins concrètes, sur le terrain. Donc c'est un point important à avoir en tête quand on choisit, de répondre à ces appels gouvernance et information. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez consulter plus
davantage ces thématiques en consultant la présentation après. On va plutôt s'attarder sur un ou deux exemples de projets dans le domaine économie circulaire. Donc par exemple, ce projet dans le secteur du bâtiment qui était porté par Saint-Gobain, qui s'appelle iLoop Life et qui est un projet lié au recyclage de la laine de verre. Donc, on est ici sur un projet vraiment innovant. On est vraiment sur un projet typiquement ressources innovant, porté par un acteur industriel. Comme on disait, le programme est tout à fait ouvert aux entreprises. Et donc ici, le projet permet de tester en conditions réelles une nouvelle technique de recyclage de la laine de verre qui sera ensuite utilisée donc, pour produire du verre. Et donc, le projet LIFE doit permettre de tester à la fois la viabilité technique de l'innovation, en le testant dans une usine, etc. Et en même temps, en vérifiant aussi la viabilité économique de cette innovation, sa rentabilité, puisque ça aussi, c'est déterminant pour la commission que vous puissiez développer une innovation qui sera viable économiquement, puisque c'est la condition pour qu'elle soit vraiment utilisée et qu'elle soit durable. Donc tous les aspects en lien avec, ça c'est un point qu'on n'a peut-être pas encore assez souligné, mais tous les aspects en lien avec le développement d'un business plan, faire des études de marché ou faire ce genre de choses, par exemple, ce sont des choses qui sont éligibles à LIFE, puisque c'est censé vous permettre d'inscrire dans la durée votre innovation technologique qui a des impacts positifs sur l'environnement. Donc en termes de budget, on est sur un budget à 12 millions d'euros. Comme vous pouvez le voir, on a aussi des budgets élevés sur LIFE, mais avec une subvention européenne à 4 millions d'euros. Donc on n'est pas au maximum du taux de subvention possible, mais voilà, c'est un exemple de projet avec une subvention quand même significative. Et un autre projet ici porté plutôt par une collectivité, par la ville de Paris, avec ici un partenariat assez large, surtout en partenariat avec des acteurs de la recherche. Et ici, on est encore sur un projet innovant de gestion des eaux pluviales. C'est un projet qui vise à tester une nouvelle technique de dépollution des eaux issues du ruissellement pluvial via un prototype qui est testé dans le bois de Boulogne, via une technique partiellement fondée sur la nature, avec un filtre planté de roseaux qui doit permettre de filtrer l'eau. Voilà, donc encore une fois, on est sur un projet porté par une ville, mais c'est quand même un projet innovant de test d'un nouveau prototype, d'un nouvel équipement qui permet de dépolluer l'eau. Je vous laisserai consulter le lien pour plus de détails. Et quelques informations pratiques. Donc la date limite sur l'économie circulaire et la qualité de vie va être la même que sur le climat. Donc la deadline est au 30 novembre 2021, donc cela approche. Et donc les résultats sont attendus au mois d'avril pour des contrats de subvention qui seraient signés à l'été 2022. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Ça veut dire que les projets que vous déposeriez là sur cet appel, ils devraient démarrer en septembre 2022. Voilà, en termes de temporalité, quand on estime s'il est pertinent de répondre à l'appel à projet, c'est souvent un critère important. Alors, je vois qu'il y a eu plusieurs questions. Alors. Oui, il y en a qui se recoupent. Typiquement, il y a la première question sur les appels à projets spécifiques pour des projets concernant des matériaux biosourcés pour le bâtiment ou le stockage du carbone biogénique dans le bâtiment. Alors, oui, il y a un appel qui mentionne très spécifiquement tout ce qui est développement du stockage durable, du CO2 typiquement en ayant recours au bois dans la construction, par exemple. Ça, c'est l'appel 4 sur le développement de nouvelles pratiques de gestion dans le volet atténuation au changement climatique. Mais j'en profite parce que ça rejoint un peu les questions suivantes sur comment est-ce qu'on fait, quand on a un projet qui touche à la fois, au développement enfin à la gestion, l'utilisation efficace des ressources, au climat, à la biodiversité. Hem, Vous ne pouvez pas déposer dans plusieurs volets, mais si vous avez un projet qui touche plusieurs sujets, c'est extrêmement valorisé par la commission. Déjà, ça c'est le premier point, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut que vous choisissiez votre volet principal. Donc si vous avez un projet qui touche à la fois, et ben, on va prendre l'eau par exemple, un projet qui vise,
à la réutilisation de l'eau, donc vous êtes à la fois sur de l'utilisation durable des ressources et sur de l'adaptation au changement climatique, eh bien, il faut faire votre choix en vous demandant quel est le but principal de votre projet. Est-ce que votre but, c'est, de permettre à une région ou un secteur économique de faire face, aux problèmes de manque d'approvisionnement d'eau? Ou est-ce que c'est, de pouvoir réutiliser, de l'eau pour éviter hem, voilà, je sais pas moi, j'allais dire d'en gaspiller, ou pour faire des économies, ou parce que vous êtes, dans une approche, qui a plutôt, pour viser, d'avoir de l'eau de bonne qualité? Est-ce que c'est la lutte contre la pollution? Et cetera, et cetera. En fait, le même projet peut être déposé certains projets peuvent être déposés soit en climat, soit en gestion, durable des ressources. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment votre objectif principal, et le problème, en fait, auquel vous souhaitez répondre. Hem, voilà, donc vous devez faire un choix, vous devez en choisir un, mais vous pouvez complètement avoir un projet qui répond à plusieurs problématiques. Il faut juste choisir votre fil rouge, et le garder en tête parce que, les résultats principaux de votre projet devront être liés forcément à la thématique dans laquelle vous avez, décidé, de vous inscrire. Et donc le lien avec, Exactement. avec la question sur, l'appel à projet spécifique, c'est que là, pour le coup, vous avez effectivement, cet appel 4 d'atténuation qui mentionne spécifiquement, le stockage du carbone, biogénique dans les bâtiments. Mais si ça n'avait pas été le cas, ça n'aurait pas été très grave. Vous auriez quand même pu, déposer votre projet dans ce volet atténuation du changement climatique, si votre approche, c'est vraiment, le stockage du carbone. C'est ce qu'on disait, si vous n'avez pas de points spécifiques, précis mentionnés dans les appels, c'est pas grave. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment, la logique, et l'objectif principal de la commission pour savoir où vous dirigez. Exactement. Alors, je vois qu'on a une question spécifique sur le BOOS. Alors, est-ce que le BOOS comprend l'équipement des bâtiments, production d'énergie, chauffage, etc. En fait, c'est une nouvelle thématique sur laquelle on n'a pas beaucoup de recul pour tout vous dire pour le moment. En principe, oui, un projet sur le nouveau BOOS peut aussi être lié à l'équipement des bâtiments. Maintenant, ici, comme disait Yana, il faut quand même vraiment bien regarder quel est votre objectif ici. Le nouveau BOOS européen, c'est vraiment une thématique très particulière sur laquelle il va falloir démontrer que vous n'avez pas uniquement un objectif de production d'énergie, mais que vous tenez aussi compte des questions d'accessibilité, que vous proposez quelque chose vraiment de nouveau en termes de conception de l'habitat. Si vous avez un objectif en lien avec les bâtiments et la production d'énergie, il est possible que votre projet soit peut-être plus pertinent pour les appels transition énergétique propre qu'on va vous présenter dans un instant, puisqu'il y a un certain nombre de thématiques en lien avec le bâtiment. Ou alors dans climat, comme Yana l'expliquait tout à l'heure sur des questions d'atténuation. Mais en principe, oui, dans le BOS, vous pouvez inclure des éléments liés à l'équipement des bâtiments. Toutefois, ce ne sera pas forcément suffisant pour... peut-être que ce sera plus pertinent de déposer dans un autre volet. Mais on aura peut-être plus de réponses vous aurez peut-être plus de réponses quand on vous aura présenté le volet transition énergétique propre. Alors, les chambres de commerce et d'industrie peuvent-elles déposer des projets pour l'aspect sensibilisation, accompagnement des entreprises? Alors oui, comme on l'a dit, absolument tous les acteurs peuvent déposer un live du moment que leurs conditions financières leur permettent de recevoir, la subvention, européenne. Ce que va regarder la commission, c'est simplement voir si vous êtes l'acteur le plus pertinent par rapport au sujet, et si votre partenariat ou vous tout seul, si vous voulez être tout seul, vous permettra d'atteindre les objectifs, que vous fixez. Donc, il y a effectivement des appels liés un peu, à la modification, des pratiques. Donc, si vous trouvez un appel, qui correspond,
à cette question, de modification des pratiques? Parce que des entreprises, c'est un peu large, faudrait être un peu plus précis. Et surtout, attention, on l'a dit, même en GIC, parce que sensibilisation, accompagnement, on est plus sur des projets, enfin gouvernance et information, mais il faudra quand même que vous puissiez derrière démontrer des impacts concrets, chiffrés sur la question environnementale, sur laquelle vous souhaitez vous pencher. Donc, sur le principe, oui, les CCI peuvent complètement. Il faudrait juste, voilà, il faudra, identifier une thématique, une priorité et des résultats concrets, à atteindre. Mmh. Et si je peux compléter, il faut aussi veiller à ce que les projets qu'on dépose, il s'agisse vraiment d'un nouveau projet, de nouvelles activités que vous souhaitez lancer et pour lesquelles vous avez besoin de l'appui, de Life. Life qui ne financera pas des activités habituelles de fonctionnement d'une organisation, dans ses, enfin voilà, dans les actions qu'elle mène déjà. Il faut vraiment montrer qu'on est sur un nouveau projet, une nouvelle offre de service que vous voulez présenter à certains types d'entreprises, comme disait Yana, enfin, voilà. D'ailleurs, je vois que la question a été complétée avec, les CCI peuvent-elles diffuser les financements et accompagner les projets d'entreprise? Alors là, attention, on est dans les fameuses subventions en cascade, les financements au tiers qui sont, possibles dans le programme LIFE, mais il y a quand même, plusieurs règles, qui limitent ça. Le but pour la commission, c'est pas de verser la subvention à quelqu'un qui redistribue ensuite à qui il veut. D'abord, ces subventions au tiers sont limitées à 100 000 € par projet, et 20 000 € par acteur, et en plus, la sélection, des bénéficiaires de cette subvention au tiers, doit être faite avec, on va dire, une mise en concurrence. C'est-à-dire que vous devez, dans votre proposition de projet, définir des critères de sélection, pour les bénéficiaires de cette aide au tiers, et vous devez expliquer à la commission comment vous allez identifier, les acteurs auxquels vous allez reverser ces montants, et hem, avec quelles exigences, pour quels résultats, et cetera, et cetera. Donc voilà, attention, c'est pas juste, c'est un versement au tiers, c'est pas juste, heu, voilà, une possibilité ouverte, il y a quand même, certaines règles un peu, précises. Pas de souci. Alors, je vous propose qu'on passe, à la suite avec la présentation du volet, CET, qui est un volet, très spécifique. On va passer un peu plus vite, parce que forcément, comme d'habitude, j'ai mis un peu plus de temps que ce qui était prévu. Donc le volet transition énergétique propre, il faut quand même qu'on vous le présente parce que c'est la grande nouveauté, de ce programme, et surtout, eh ben, il respecte pas du tout, les règles des autres volets, ou la logique, habituelle, du programme LIFE. Donc ce volet-là, il arrive, tout droit, de l'ancien programme, Horizon, 2020. Donc c'était des appels et des sujets qui étaient financés via le programme Agent 20, et qui a été greffé un peu tel quel, dans le programme LIFE. Heu, donc voilà, il a gardé beaucoup de règles du programme, Agent 20. Et donc on va vous présenter ces éléments-là. D'abord, ce qui change, et ben, le budget des projets, qui là, pour le coup, doit être compris entre, 400 000 et 2 millions d'euros. Ce sont des montants prescriptifs, qui sont, définis, appel par appel, vraiment sujet par sujet, par la commission. Donc là, ah, ça va pas être difficile, mais disons que, il y a beaucoup de critères et de spécificités sur lesquels on va vous dire, par exemple, sur la durée des projets, et ben, référez-vous aux détails de chaque appel, parce qu'il y a pas de règle générale. C'est vraiment, il y a 18 appels, et chaque appel a des règles spécifiques qui sont, définies, dans la description de l'appel. Ce qui est commun, par contre, aux 18 appels, c'est le taux de cofinancement de 95, ce qui est un peu inédit, dans le programme LIFE, et ce qui risque de lancer pas mal de vocations, mais comme on l'a dit, il y a quand même des règles spécifiques, qu'on va vous présenter. Le partenariat, et ben, pour 15 des 18 appels, on est sur un partenariat à juin 20. On est, sur, des projets, alors, dans Life, ils appellent ça, autres actions, mais on est en gros sur, des actions, CSA, si vous connaissez un peu, le programme, Horizon, Europe. Ce qui veut dire, pour, faire simple, que vous devez avoir un partenariat avec
au moins 3 acteurs issus d'au moins trois pays éligibles, de l'Union, européenne et les filiales ne comptent pas. Donc il faut vraiment, 3 acteurs, indépendants, pour représenter justement ce qu'on disait, une échelle européenne qui soit, relativement, intéressante, pour la commission. Il y a seulement 3 appels, qui échappent à cette règle, et pour le coup, ce sont des appels où la commission impose, un projet, monopartenarial, donc un projet qui soit porté par un acteur, seul. L'objectif L'objectif de ce programme, c'est vraiment, de faire un effet levier sur la transition énergétique. C'est-à-dire que, on parlait des domaines climat, tout à l'heure, pour lequel le but c'était de développer des démonstrateurs, développer des outils, avoir des impacts concrets locaux. Là, il faudra évidemment, des impacts concrets, mais le but c'est plus d'avoir une action, englobante sur les protocoles, sur les labels, sur les règles, sur les politiques. On va vraiment avoir une approche de levée de barrières et de facilitation globale, plutôt que des projets qui soient concrets, et un peu, fixés, géographiquement. Donc, on va avoir des projets de dissémination d'informations, de sensibilisation, de développement d'outils, de développement, de protocoles, et cetera, et cetera. C'est pour ça aussi qu'on est sur des budgets plus faibles. Comme Loan le disait tout à l'heure, un projet LIFE, un projet à 5 millions, eh bah, oui, ça s'explique, s'il y a des coûts, d'achat d'équipement, s'il y a des coûts de construction, et cetera, ça monte, assez vite. Là, les coûts éligibles, ce sont quasiment les mêmes. Coût de personnel, sous-traitance, déplacement, équipement, autres biens, coûts directs, mais vous avez plus de subventions à cascade, plus d'achat de terrain, pas de grosses infrastructures et dans les faits, la commission attend quand même des projets pour lesquels le gros du budget soit sur les coûts de personnel. On va plutôt être sur ce type d'action, de projet. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que là, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure avec les domaines et les sujets qu'on vous a présentés qui sont valables au moins jusque l'appel 2024, c'est que là, ce sont des appels à projets annuels. C'est-à-dire qu'il y en a sûrement quelques-uns qui vont se maintenir, mais il y a aussi une possibilité de renouvellement annuel de ces sujets. Donc quand il y a un sujet qui vous intéresse et pour lequel vous seriez, potentiellement prêt à vous lancer, il ne faut pas non plus louper, heu, il faut pas louper, l'occasion. Alors, appel, 2021, ce qu'on disait, 18 topics, très précis, et il est nécessaire d'y correspondre, parfaitement, quasiment. Et donc là, on vous a mis la liste avec, l'enveloppe pour l'appel 2021 et par rapport au budget demandé par la commission, on vous a mis une estimation du nombre de projets, qui seront financés, sur cet appel. Donc vous voyez qu'il y en a certains, Omrecom par exemple, il n'y en aura qu'un, donc la concurrence va être assez rude, et il y a d'autres types d'appels pour lesquels, la commission, aura un peu plus, financera un peu plus, de projets. Donc, on va pas vous présenter les 18 appels un par un, ce serait un peu indigeste. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 5 grandes thématiques, donc vraiment un travail sur, le cadre politique, qu'il soit national, régional ou local. Mais attention, c'est le local, de Life, donc c'est le local, assez étendu. Le déploiement de nouvelles technologies, de nouveaux modèles économiques et cetera. Alors là, vraiment avec une approche focalisée sur le bâtiment. Dans ce 2e colonne, vous verrez que la plupart des appels, sont liés, enfin concernent le secteur, du bâtiment. Une thématique sur, les financements privés et surtout pour, le financement privé, pour le développement des ENR. Le développement de projets d'investissement locaux avec là pareil, une approche quand même assez axée, bâtiment et surtout, rénovation, transition énergétique, et cetera et finalement une 5e thématique sur, les projets ENR, citoyens et l'application, voilà, des citoyens. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important pour la commission, dans toutes ces questions de transition, énergétique.
Donc je peux peut-être juste en présenter un très, très rapidement, donner quelques exemples. Si on prend l'appel cooling, qui se situe dans la deuxième colonne. Pour vous expliquer qu'il va quand même falloir enfin, il y aura pas de raccourci, pour savoir si vous répondez à ces appels, il va vraiment falloir rentrer, dans le vif du sujet et donc cet appel cooling qui vise à faire face à l'augmentation de la demande, on a mis refroidissement, climatisation, des bâtiments dans les années à venir. Pourquoi? Parce que la commission explique que 50 de la consommation d'énergie finale au niveau de l'Union européenne, ce sont pour les systèmes de chauffage et de climatisation, dont, 80 de ces 50 liés au bâtiment. Donc là, dans cet appel, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche vraiment à financer des projets, qui permettent de faire un état des lieux, un état de l'art sur les techniques qui existent, sur les procédures qui existent, à la fois en termes, de rafraîchissement, de rafraîchissement passif, mais aussi, sur, les nouvelles technologies qui pourraient permettre, pour les bâtiments pour lesquels ça n'est pas possible, et ben, de faire face à cette demande et de trouver des moyens un peu, résilients, durables, de faire face à cette demande d'augmentation. On parlait des gaz fluorés tout à l'heure. Voilà, ça revient ici, avec cet appel, spécifique. Donc là, ce que demande la commission, c'est que, voilà, en se basant sur des contextes, locaux, faire des modélisations, à plus grande ampleur, nourrir à améliorer les cadres politiques, existants, analyser les coûts-bénéfices. Voilà, c'est ce qu'on disait, on est plus sur une approche levier, une approche globale qui va surtout, mobiliser des coûts de personnel, plutôt que sur vraiment développer une nouvelle technologie très innovante, où là vous aurez, plutôt un projet climat. Alors, information pratique, comme on disait, ils font rien comme tout le monde, donc pour eux, la date limite de soumission, c'est le 12 janvier, et pas le 30 novembre. Il faut savoir aussi que pour les autres volets qu'on vous a présentés, donc, climat et économie circulaire, la longueur d'un projet, c'est, de 120 pages, en gros, pour la description du contexte, description des actions et cetera et cetera. Pour l'appel CET, c'est 70 pages maximum, donc on est sur des descriptions, plus courtes. Et bien, il me semble que on a fini, nous, de notre côté. Je ne vois pas de questions, mais de toute manière, il y a une session de questions-réponses qui est prévue à la fin, de cette présentation. Donc, et ben, monsieur Bernardini, je vous propose de vous laisser la main. Ou en attendant, je peux voir si, vous avez, des questions, dans le chat. Même si là, il y a rien de mon côté, bah, j'en profite, avant que monsieur Bernardini n'arrive. Ah oui, bah, le lien pour, trouver les différents appels, on vous a mis des liens, dans le PowerPoint. Si vous voulez des informations, vous pouvez trouver absolument tous les documents, et toutes les informations sur la plateforme Funding and Tenders. Je vais vous noter ça dans le chat. Hop. Ah, je ne sais pas si tu peux, mettre le lien, vers la plateforme en attendant. Mais donc sur cette plateforme, c'est la plateforme commune. Jusqu'à présent, Life était publié sur, l'e-Proposal, et donc cette année, il y a vraiment une volonté d'harmonisation de la commission. Donc, tout a été passé sur cette plateforme Funding and Tenders. Alors, je vais pas vous cacher qu'elle est,
pas forcément extrêmement simple d'accès si vous y avez jamais touché. Alors, je vois que les slides marchent. Ok, Alors, est-ce que vous me voyez et m'entendez maintenant? maintenant c'est bon. Je vais vous Ah, laisser. c'est bon. Ben, écoutez, je reprends la main. Merci Yana encore parce que Pas c'est de vrai souci. il faut bien comprendre on va dire le contenant, c'est-à-dire comment fonctionnent ces appels à projets. Je pense que ça a été assez exhaustif et on a bien vu quels sont les thèmes qui sont recouverts. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir ce qui s'est passé sur le territoire et d'avoir quelques exemples de projets qui ont déjà été financés dans les années précédentes par Life. Et dans tout ce qui a été dit, moi, ce que je retiens et ce qui marche assez bien dans les projets qu'on a eu globalement le plaisir d'accompagner, c'est que ça peut financer des projets qui sont focalisés sur des démonstrateurs technologiques, sur des technologies qui justement sortent dans des niveaux de TRL ou plutôt sortis de laboratoire. Donc on n'est pas vraiment dans la recherche, mais on a besoin d'avoir une démonstration à grande échelle d'une technologie pour pouvoir valider son intérêt. Alors, je vais prendre 3 exemples qui ont été menés, enfin, de projets qui ont été menés sur le territoire, sur 3 thématiques qui sont différentes, c'est-à-dire à la fois les problématiques de déchets, de traitement de déchets électriques et électroniques, la problématique du verdissement des procédés industriels et puis également la problématique de production d'énergie à partir de sources renouvelables. Alors, pour le traitement des déchets, le projet, c'est le projet WILIPS, qui est un projet qui était porté par un centre technique qui portait sur la construction d'un démonstrateur cherchant à trier des déchets plastiques issus d'ordinateurs. Verdissement de procédés industriels, c'est un projet qui a été porté par un grand groupe, FIV, en l'occurrence sa filiale qui est à près de Guebwiller, et qui a proposé un projet visant à financer un démonstrateur pour remplacer une étape qui utilisait des produits chimiques par un procédé physique en vue de donner des propriétés particulières à des tôles utilisées dans l'automobile. Et puis la production d'énergie à partir de sources renouvelables, c'est un projet très emblématique qui est un projet qui s'est localisé à la Vanzono, donc près de Strasbourg, et qui vise à récupérer à partir d'effluents liquides du biogaz et à le injecter dans le réseau. Donc là, on est sur une thématique qui est à la fois celle de l'eau et celle des énergies renouvelables. Donc on est sur des projets qui ont des caractères suivantes, c'est-à-dire qui sont portés par une diversité d'acteurs, des acteurs qui peuvent être à la fois des entreprises ou des centres techniques. Et quand on parle d'entreprises, ça peut être des grandes entreprises, des moyennes entreprises. C'est pour ça que j'ai posé la question sur l'éligibilité financière, parce que pour des petites entreprises, ça pouvait poser plutôt un problème. Projet en consortium, dans 2 cas, on a des consortiums, mais qui sont des consortiums où il y avait uniquement des partenaires français, donc on n'avait pas de partenaires étrangers. Le projet porté par FIV étant un projet qui était uniquement avec FIV. Et c'est des projets qui étaient dans des gammes de budget qui étaient extrêmement larges, puisque le plus petit, c'est le projet de FIV qui avait 600 000 euros d'aide demandée, et on était à plus de 4 millions pour le projet Biovalsan. Alors quand on dit fort impact sur l'environnement et fort impact aussi sur les acteurs qui portent les projets, je terminerai juste sur ces quelques exemples en vous parlant du projet qui était porté par FIV, donc Ecoid Transflux. Il faut savoir que l'aide du programme LIFE a été cruciale puisqu'elle est arrivée en complément d'aide sur la partie R&D qui avait été octroyée notamment par l'État au travers de l'ADEME, et que le fait de pouvoir être soutenu par LIFE leur a permis de construire un démonstrateur à taille industrielle, de pouvoir le faire visiter par des futurs clients. Et aujourd'hui, cette technologie représente 80% du chiffre d'affaires de la société. Alors c'est un projet qui est assez ancien, qui date de 2009, mais vous voyez que sur une dizaine d'années, l'impact que peut avoir ce type de programme sur la vie d'une entreprise. Sur le projet Biovalsan, la réinjection de biogaz dans les réseaux, vous comprenez aussi que quand on parle aujourd'hui, ça a été encore le cas de réchauffement climatique, on est en plein dedans. Et donc, c'est des projets qui sont extrêmement importants, alors à la fois pour les porteurs, bien évidemment, mais également pour la Commission européenne, parce que c'est une manière de dire qu'elle agit réellement pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, vous voyez une gamme de projets assez large, et qui va bien évidemment être complété par la suite par un exemple de projet plutôt dans le domaine de l'eau. Voilà pour ma partie. Et bien évidemment, je reste là pour répondre à vos questions.
Monsieur Pérez, vous pouvez démarrer. C'est à vous. Ok, bonjour, c'est à moi? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, vous pouvez démarrer, c'est à vous. Ok, bonjour, ouais, j'étais pas sûr que vous m'entendiez et que j'étais là. Moi je suis Salvador Pérez, je suis le directeur de la société Chemdoc. Bonjour à tous, je suis là pour témoigner en fait de l'expérience toute récente de participation à Live, puisque nous avons eu le plaisir d'apprendre dans le courant de l'été que nous avions été lauréats du projet Live. Suite à un séminaire, un webinaire un petit peu de ce genre-là auquel on avait participé l'an dernier. Donc je vais vous expliquer un petit peu qui on est. Chemdoc, c'est un fabricant d'équipements. Nous sommes en fait des ensembliers. Nous fabriquons des équipements pour traiter l'eau industrielle. Donc plutôt des eaux avec des niveaux de technicité encadrés, exigeants, des eaux déminéralisées, des eaux process, etc. De l'eau ingrédient pour l'agroalimentaire, des choses de ce genre-là. Et depuis quelques années, on s'est centré sur les activités de recyclage d'eau, reuse et fluent. Donc c'est à ce titre, je vous en parlais après, qu'on a déposé un dossier Live. Donc on a aussi une activité sur l'eau potable, toujours avec l'emploi des techniques qu'on connaît bien, qui sont des techniques de membranaires essentiellement, ultrafiltration, osmose inverse, etc. Donc Chemdoc est une TPE-PME, on va dire, puisqu'on est 16 collaborateurs. Donc j'anticipe un peu, mais donc Live pour une TPE-PME, c'est possible. Avec un plan de développement qui démarre cette année, de la R&D, innovation au cœur de notre métier et stratégie. Donc avec un chiffre d'affaires de 2 millions et un objectif à 5 millions à 2024. Donc voilà, nos clients habituels, ce sont plutôt des grands groupes industriels, Michelin, EDF, mais aussi des grands noms de nos métiers, Veolia, SOR, Decurita, Nalco, qui sont plus des acteurs de l'industrie. Donc le projet, en fait, on l'a nommé Life Zeus, donc c'est un projet de zéro rejet liquide avec un démonstrateur dans l'usine des sirops Monin, qui est notre partenaire industriel dans ce projet. Donc nous sommes les chefs de file, en fait, les coordinateurs. Et puis, nous formons une équipe avec le CRIT Bioindustrie, qui est en fait hébergé par l'INSA Toulouse et l'Office international de l'eau, et bien sûr Monam. Donc le projet va se dérouler sur 42 mois avec un budget proche de 4 millions d'euros, donc avec un financement de plus de moitié. Alors, mon retour d'expérience, donc sur les questions qui m'ont été posées. Donc, bon, ce qui a été facile, il n'y a pas eu grand-chose de facile en fait, hein. C'est pas non plus que ce soit insurmontable, mais c'est dans la vie d'une entreprise de tous les jours, gérer ce genre de dossier, c'est pas du tout à prendre à la légère. Donc, ce qui a été facile, c'est de décider d'y aller, puisque on a jugé que on avait suffisamment de points positifs, de forces réunies pour être éligible. Donc après le webinaire, on a décidé de constituer une équipe, d'en parler à nos partenaires et de se présenter à la première étape, qui est la concept note. Ensuite, ça a été un petit peu moins facile, même si je ne peux pas qualifier le projet de difficile à monter. Il est surtout très chronophage et très spécifique. Donc les freins, c'est le temps, hein, le fait que ça, en tout cas pour des gens comme nous, ça nous sort de nos zones habituelles de confort, de compétences. C'est très administratif, enfin, il y a un côté très cadré, presque un langage life, des dossiers européens. Bon, évidemment, la période qu'on venait de traverser, Covid, etc., sûrement pas simplifié les choses.
voilà, donc tout ce qui est coordination, faire travailler des gens sur un dossier comme ça, alors qu'ils ont d'autres choses à leur planning. Rendre homogène le dossier à la lecture, ça c'est quand même c'est un des points qui n'est pas forcément évident du tout. Et puis ça peut paraître secondaire, mais c'est quand même très difficile de rentrer dans le formalisme, de tout écrire. Il y a un nombre de caractères pour tout. On relie à plusieurs tours pour arriver à faire rentrer tout ça. Voilà, le souvenir que je garderai, c'est ça, quoi. Lire, barrer, recommencer, recommencer, recommencer. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Bon, ben, c'est heureusement l'implication à temps complet d'un membre de l'équipe, sans quoi, à mon avis, ça n'est pas possible. C'est pas du tout à prendre à la légère. On ne peut pas rédiger ça un soir en prenant 2 heures. Il ne faut pas rêver. C'est un travail à temps complet qui va mobiliser quelqu'un pendant 2 mois. Voilà. Si on veut gagner un projet, je pense que la première des choses, c'est savoir qu'il va y avoir une personne qui va s'occuper de ça et de rien d'autre pendant 2 mois. Alors il y a peut-être des contre-exemples, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Les supports, moi, c'est complètement nécessaire, en tout cas pour notre format d'entreprise, lorsqu'on n'a pas fait de dossier européen, jamais, ce genre de choses. Avoir un support France Water Team et Enviropéa, bon, c'est complètement incontournable, complètement incontournable. Donc, ce qui m'a manqué, bon, c'est le temps, les ressources, voilà, c'est ça qui est vraiment difficile parce qu'après, on se prend au jeu, on voudrait le faire mieux, y passer encore plus de temps. Et c'est difficile d'organiser ça en fin d'année et début d'année, puisque c'est là que ça se joue. Ça se joue entre les mois de décembre, c'est jamais un mois facile, janvier, février. Alors bon, des bénéfices, il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire que moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, il y a tellement de travail qui est fait pour écrire son projet, réfléchir à la stratégie, une dimension stratégique qui est très importante, que finalement, c'est un très bon exercice pour savoir, en tout cas pour une entreprise comme nous, heu, de savoir ce qu'on veut faire, quelle est notre stratégie, qui sont nos partenaires, nos forces, nos faiblesses, les opportunités, les menaces, tout ce travail stratégique et de toute façon, quelque chose, d'utile et sur lequel on peut capitaliser. C'est l'occasion de former une équipe, Moi, j'ai eu l'occasion de travailler de façon très étroite, avec, des personnes que nous connaissions, mais qui n'étaient pas, des partenaires comme elles le sont devenues aujourd'hui. Donc ça, c'est, très intéressant. Ce que je retiens aussi, c'est, un temps très fort pour échanger avec des clients et des partenaires institutionnels, puisqu'on a dû demander des lettres de soutien, des lettres d'intérêt. On a parlé avec les agences de l'eau, on a parlé avec, notre région, on a parlé avec des tas de gens qu'on connaissait, mais on a eu vraiment des moments privilégiés. Ils se sont impliqués avec nous, donc ça, c'est de toute façon gagné aussi. On connaît, ces personnes-là, ce travail et comment dire? Cette collaboration, de toute façon, c'est un bénéfice à l'actif de l'entreprise. Je dirais si c'était à refaire, alors là, c'est très propre à notre sujet, mais il y a un sujet cofinancement qui peut être important, qui est noté et on aurait sollicité beaucoup plus tôt des cofinanceurs potentiels pour qu'ils formalisent des accords et pas simplement qu'ils s'expriment sur leur intérêt. Puisque ça nous a valu un petit peu des petites complications, des derniers tours de piste, de mise à jour du dossier, puisqu'on n'avait pas un engagement formel, par exemple, de l'agence de l'eau, tout simplement pour des questions de date de réunion, de décision de l'agence qui ne coïncidaient pas avec le calendrier de décision de l'AIF. Bon après, vu depuis, on va dire, notre entreprise et notamment une PME avec, des besoins de structuration, d'investissement, faut faire attention à un moment de rester de garder les idées claires parce que certes, le projet est bien aidé, mais il faut quand même l'implication de l'entreprise est importante, il va falloir, sortir la moitié du budget plus ou moins. Donc il faut, être très pragmatique, et privilégier quand même des dépenses qui sont, structurantes en fait. C'est comme ça que et qui vont vraiment faire avancer le projet de l'entreprise ou du groupement.
Donc, des recommandations conseils, bah, bon, évidemment, faire attention à la concept note, c'est déjà du travail, la concept note, au départ. Mais c'est là-dessus qu'on va être sélectionné ou pas. Et là-dessus, j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'on arrive à lire quelque chose de très clair au niveau de la stratégie et bénéfices, des bénéfices, environnementaux en lien direct avec, les objectifs de l'Union européenne, donc les topics. Faut que ce soit très, très clair, sur ces sujets et il faut toujours avoir ça en tête. Bon, bien se faire accompagner, avoir les bons partenaires, si possible des partenaires européens, l'anticiper parce que c'est pas facile de le faire, si on l'a pas anticipé bien sûr. Bon, moi je peux que dire du bien de France Water Team, et des Européens, hein, puisque sans eux, je pense qu'on aurait c'est pas possible, on n'aurait pas réussi. Il faut essayer de se mettre à la place de l'évaluateur, c'est quelque chose qu'on nous a aidé à faire justement, que le projet est noté, hein, c'est vraiment un examen avec des règles connues, précises, de notation. Donc, aux relectures, bah, Anne de Vieille Toile qui nous a accompagnés, Oriane, bon, savait très bien faire cette lecture et savoir un peu, là où ça pêchait au niveau notation, donc ça, c'est quelque chose d'important. Penser business et marché, on n'est pas du tout dans un programme R&D, donc ça, bon, on a, dans les échanges qu'on avait avec nos partenaires qui avaient plus l'habitude de ça, bah, parce que nous, on a apporté ça, c'est que c'est quand même très, une approche anglo-saxonne, marché, donc le but, c'est de montrer que ce qu'on propose va être vendu et qu'on va en vendre beaucoup et que ça va permettre de faire émerger une solution sur le marché. Pas de, faire un papier, R&D. Et donc, je l'ai dit au début, mais pour moi, la recette du succès, en plus bien sûr de la qualité du projet, c'est d'avoir un coordinateur à plein temps lors de la rédaction. C'est, illusoire de penser qu'on va pouvoir faire ça en dilettante. Voilà ce que je peux dire. Et donc j'attends vos questions. J'ai peut-être un peu trop avancé, s'il y en a. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pérez. Votre témoignage est vraiment très précis. Je pense que à la fois vous avez donné envie à d'autres entrepreneurs de se lancer, et puis en même temps vous amenez ce principe de réalité qui nécessite de prendre en compte un environnement qui est un petit peu particulier pour une entreprise, parce que c'est loin de votre quotidien, on en est bien conscient. Et c'est un peu tout l'enjeu là de l'écosystème d'innovation en Grand Est, hein, d'accompagner les différents acteurs sur ces sujets-là. Alors, merci beaucoup, hein, Monsieur Pérez. Alors, sur les échéances, le slide suivant, si on peut l'afficher, donc on a vu que nous avons des échéances assez court terme, hein, le 30 novembre 2021, sauf pour les projets transition énergétique, pour lesquels l'échéance est prévue le 12 janvier. Donc, il est encore temps de nous parler de vos projets pour le 30 novembre. Si vous avez une stratégie qui est claire et vous savez où vous voulez aller, on peut encore, dans ce délai, arriver à monter des projets. Donc, pour cela, il va falloir que vous nous signaliez votre intention de monter un projet. Donc moi, je vous propose d'utiliser le bouton rouge que vous avez en haut de votre écran, qui vous donne accès à un questionnaire, bon, à la fois sur comment vous avez vécu ce webinaire, mais qui vous permettra aussi de nous dire, rappelez-moi, j'ai envie de vous parler d'un projet. Éventuellement, si vous pouviez préciser le domaine du projet, de manière à ce que nous, le pôle Fibre Énergie Vie, on puisse savoir si c'est plutôt nous, spécialistes du bâtiment, de l'énergie et de la ville, qui devons répondre, ou si c'est plutôt des collègues, puisque nous sommes plusieurs à pouvoir vous assister. Et donc, il y a mes collègues d'Hydreos spécialisés sur l'eau, de Grand Innov sur finalement les autres domaines d'activité que ceux des pôles, et puis Grand Est Europe sur les questions plus spécifiques des collectivités locales. Donc vous trouvez là les coordonnées des uns et des autres, vous pouvez aussi nous contacter directement, mais peut-être que le plus simple est de passer par le bandeau au-dessus de l'écran.
On vous laisse encore une petite minute pour poser vos questions dans le chat. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Je remercie les différents intervenants, Anne et Yana de Enviropéa, Jean-Jacques de Grantinov et Monsieur Pérez de Chemdoc. Je remercie tous les partenaires qui nous ont aidés à monter cet événement. Et nous sommes à votre disposition pour vous aider à mieux comprendre le dispositif si c'était nécessaire et surtout vous aider à monter des dossiers. Donc, nous vous disons à très bientôt. Nous vous recontacterons pour vous communiquer le replay et l'ensemble des questions posées et des réponses apportées. Je vois que quelqu'un écrit. Ce sera la dernière question, je pense. J'attends la question. Voilà, on nous remercie. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Donc, nous allons clôturer ce webinaire. Donc, merci à tous et à très bientôt pour de beaux projets. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.